Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis très très heureuse de vous accueillir ce soir pour, alors je vais essayer de compter et de ne pas me tromper, mais ça doit être la 4e conférence, c'est ça, hein, la 4e conférence dans le cadre du cycle donc de la trace sensible des choses, qui nous est proposée en lien avec la très belle exposition Les choses, qui a été conçue par Laurence Bertrand d'Orléac, assistée de Thibaut Boulevin, qui nous fait la joie d'être là aujourd'hui. Bonjour Thibaut, donc on est très content que vous soyez là. Et ce cycle de conférences, on l'a imaginé en invitant à la fois des historiens, des essayistes, des artistes, pour parler de sujets qui n'ont pas forcément toujours été abordés comme tels au sein de l'exposition, mais qui permettent aussi de renouveler le regard sur l'ensemble. Alors aujourd'hui, on a la grande joie d'accueillir Marianne Alphand, qui est philosophe, essayiste, qui a pendant très longtemps dirigé les revues Parler au Centre Pompidou, qui a été, on se le rappelait tout à l'heure, notamment, entre autres, la commissaire donc, de la très belle exposition Barthes, que vous aviez peut-être vu, Roland Barthes, que vous avez peut-être vu au Centre Pompidou, et qui a aussi écrit de très, très nombreux ouvrages, notamment aux éditions Actes Sud. Alors, elle va venir nous parler finalement de... Que se passe-t-il de cet attachement aux choses? Pourquoi finalement ces choses qui pourraient n'avoir que peu d'importance, qu'une partie de la pensée néglige en se disant finalement les choses ça se remplace, on n'en a pas besoin et l'être est supérieur à tout ce qu'on peut acquérir et rassembler. Mais qu'est-ce qui fait finalement que ces choses existent dans le rapport à notre attachement qu'on réalise, comme Marianne le dit dans la présentation de cette conférence, soit quand on les perd, soit quand on les retrouve. Et c'est quelque chose effectivement qui nous frappe beaucoup. Donc qu'est-ce que finalement nous mettons en nous dans ces objets, parfois dérisoires, ces quelques clés, ces vieux porte-monnaies, une ancienne peluche de Mickey? Qu'est-ce que nous mettons dans tout cela et comment ça exprime aussi finalement non seulement ces objets, mais un peu de nos êtres. Donc merci beaucoup Marianne Alphand d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très 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 heureux de vous accueillir ce soir. Et un grand merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci à Dominique de Fonréau pour cette présentation et cette invitation. Et je tiens aussi à remercier Laurence Bertrand d'Orléac, commissaire de cette magnifique exposition sur les choses et qui m'a pressé d'accepter cette invitation. Je remercierai aussi Marcel Cohen pour le prêt, si je puis dire, de choses qui lui appartiennent. Et je remercie Gabriel Corpet, mon petit-fils, plus doué que moi pour maîtriser la technique du PowerPoint. Donc cette conférence était en difficulté si je n'avais pas eu son assistance. Alors la chose, me disais-je, écrivais-je en préparant cette rencontre, la chose elle apparaît quand on la perd, quand on la cherche, quand son nom échappe, ou à l'inverse, quand on la trouve, quand on la tient, qu'on la soupèse. La chose n'a pas de nom, ou elle en a trop. Elle n'a pas l'utilité, la forme, l'existence de l'objet. Je glisserai forcément dans cette communication de l'objet à la chose et inversement, mais si j'essaye de les différencier, je pourrais dire que l'objet relève de l'évidence, du déjà là, une lampe, un couteau, tandis que la chose ne va pas de soi. Elle peut disparaître, elle s'échappe, elle s'oublie. Son existence est changeante, instable. C'est pourquoi on la note. On fait des listes de choses à faire, de choses à emporter, de choses à jeter, de choses à donner, de choses à régler. Le mode d'apparition préféré de la chose, en quelque sorte, c'est l'inventaire ou la liste. Une liste qui a souvent une puissance étonnante, poétique.
J'adore les listes. Et alors évidemment, la maîtresse, la grande maîtresse des listes, c'est Seishon-Agon. Seishon-Agon, dont nous ne savons presque rien, une dame de la cour de l'empereur Ichiyo au Xe siècle. Elle était dame d'honneur ou compagne de l'impératrice, on ne sait rien d'elle ou presque. Et elle écrivait des listes. Alors, il y aurait bien sûr une liste de ces listes. J'en ai photographié une. Je suis désolée pour le manque de lisibilité des livres que j'ai photographiés. Ici, vous avez les choses effrayantes, l'écorce d'un gland, un endroit où l'incendie a tout brûlé, le lotus épineux, la châtaigne d'eau, des choses qui semblent pures, un vase de terre cuite non vernissée, une cruche de métal neuve, le dessus des nattes fait d'avoine d'eau, choses qui paraissent malpropres, un nid de rat, quelqu'un qui tarde le matin à se laver les mains, des petits-enfants morveux qui marchent en reniflant, des choses qui semblent vulgaires, un troisième fonctionnaire du protocole qui a été anobli, de gros cheveux noirs, un paravent de toile lorsqu'il est neuf. Quand il est vieux et sali, c'est un objet qui ne mérite plus qu'on en parle, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, on n'y accorde plus la moindre attention. Ou alors, chose qui semble vulgaire encore, le dessus d'une voiture recouverte de nattes, le pantalon que portent les gens de police. Dans les listes de Seishon-Agon, quand on regarde l'index des listes, ce sont des listes de toute espèce. Choses particulières, choses désolantes, choses détestables, choses qui font battre le cœur, peu rassurantes, choses qui ont une grâce raffinée, choses contrariantes, choses gênantes. C'est un modèle tellement prégnant. Chacune de ces listes étant de l'ordre du bric-à-brac, du fourre-tout, avec en même temps une sorte de délicatesse prodigieuse, ensorcelante. C'est donc sous le signe de Seishon-Agon que j'ai construit un peu cette communication. Chose qui ne s'accorde pas. Chose qui ne s'accorde pas. Alors, pour Seishon-Agon, c'est par exemple, c'est une personne qui a de vilains cheveux et qui porte un vêtement de damas blanc, ou des roses trémières fichées dans des cheveux crépus, une mauvaise écriture sur du papier rouge. Par un beau clair de lune, rencontrer une inélégante voiture découverte. À un écran parfumé d'encens, on a suspendu un pantalon qui semble lourd. C'est d'un mauvais goût, et je présume qu'il en serait encore de même si ce pantalon était blanc et scintillait à la lumière. Donc, dans le registre de choses qui ne s'accordent pas, tiré de Pension Vanilos, d'Agatha Christie, cette liste. Alors, je ne suis pas sûre que tout le monde puisse la lire. J'espère que si. Donc, la liste, un escarpin provenant d'une paire neuve, un bracelet de pacotille, une bague en diamant retrouvée dans une assiette de potage, un poudrier, du rouge à lèvres, un stéthoscope, une paire de boucles d'oreilles, un briquet, un pantalon de flanelle usagé, des ampoules électriques, une boîte de chocolat, une écharpe de soie retrouvée déchiquetée, un sac à dos, idem, de la poudre de borate, des sels de bain, un livre de cuisine. Cette liste, c'est celle que Madame Hubbard, qui est gouvernante dans une pension d'étudiants à Londres, apporte à Hercule Poirot parce que ces choses ont disparu. Elles ont disparu depuis quelques semaines.
elles ont disparu de façon qu'elle estime inquiétante. Parce que, au fond, ces objets, ces choses n'ont pas vraiment de valeur, à part la bague en diamant, mais qui d'ailleurs a été retrouvée dans le potage. Donc, pourquoi ces choses ont-elles disparu? Et Hercule Poirot tout de suite dit extraordinaire, fascinant, et ça lui rappelle une sorte de jeu de mémoire où on lui avait demandé de jouer, donc le meneur de jeu dit je suis la dame à la corne, je suis allé à Paris et j'ai acheté, et il dit un objet, du savon, et il passe la corne à son voisin qui ajoute au savon, par exemple, un éléphant, et donc de joueur en joueur, et chacun doit... le premier qui n'arrive pas à mémoriser la liste perd. Donc, commence par trouver ça assez drôle et fascinant, Hercule Poirot, et en même temps, il semble que ces simples choses, apparemment dépourvues de valeur, le vieux pantalon de flanelle, un compact de poudre, ces choses ont un sens où leur combinaison, ou leur liste, cette liste doit obéir à un schéma. Il y a un sens, il y a une logique. Il s'apercevra d'ailleurs en cours de roman qu'il a manqué à ses principes de méthode et qu'il n'a pas demandé à Madame Hubbard dans quel ordre ces choses avaient été volées. Et il dit, voilà, j'ai complètement... je suis parti sur d'un mauvais pied. Comment est-ce que ça a commencé? Quel est le premier objet qui a disparu? Donc, tout a commencé par le sac à dos et par les ampoules électriques. Alors, l'affaire, évidemment, tourne au drame. Ces choses qui n'ont l'air de rien. Il ne faut pas perdre de vue qu'on est dans un roman policier, dans un roman où doivent se passer des meurtres, et évidemment, les meurtres arrivent, 1 mort, 2 morts, 3 morts, avant la résolution. Alors, tous les amateurs d'Agatha Christie, je pense que vous êtes quelques-uns dans cette salle, connaissent le rôle que jouent les choses chez Agatha Christie. Par exemple, des marques de bridge dans Cartes sur table, ou un tuyau de plomb et un imperméable trop long dans Le crime du Golfe, ou la balle du chien dans Témoin muet, ou un flacon jeté par la fenêtre, des ciseaux retrouvés sur une plage et des morceaux de carton vert dans Les vacances d'Hercule Poirot, des fleurs artificielles sous un globe de verre dans Les indiscrétions d'Hercule Poirot. Hercule Poirot lui-même, dans Les vacances d'Hercule Poirot, compare une enquête à un puzzle. Les petites choses, ces petites choses disparates, ce flacon, ces ciseaux, etc., composent un ensemble et il faut arriver à les articuler. Chaque chose, en fait, ici, est un signe, un excitant, une relance de l'enquête comme de l'intérêt. C'est le rôle du détail. Alors Hercule Poirot méprise ce qui fait le bonheur des détectives ordinaires, c'est-à-dire les cendres de cigarettes, les traces de pas, etc. Il ne se fie qu'à son raisonnement, à ces petites cellules grises, comme il dit. Mais personne, autant que lui, ne fait attention aux choses. À un imperméable trop court, par exemple. La chose cristallise l'énigme. Elle peut même la résumer. Et on pense ici, on peut penser ici, on doit penser ici à cette formidable exposition Hitchcock de Dominique Payny au Centre Pompidou, avec dans la première salle, sous des globes, justement, des objets, des choses emblématiques des films de Hitchcock. Une clé, un verre de lait, un petit sac, des ciseaux. On pourrait en conclure que les choses, même banales, ne sont pas innocentes. Elles ne le sont jamais. Elles sont faussement anodines, elles ont un potentiel de trouble, d'effroi, de drame. Et c'est d'ailleurs en ce sens que André Breton aimait les puces, les marchés aux puces, et partir à la recherche d'objets troublants,
Ainsi, celui-là, cette sorte, comme il dit, de demi-cylindre blanc, irrégulier, verni, présentant des reliefs et des dépressions, sans signification pour moi, dit-il, strié d'horizontales et de verticales rouges et vertes. Bon, ça, on ne les voit pas, évidemment, c'est une photo en noir et blanc. Précieusement renfermé dans un écrin, sous une devise en langue italienne, et que j'ai ramené chez moi, et dont j'ai fini par comprendre qu'il ne correspond qu'à la statistique établie dans les 3 dimensions de la population d'une ville de telle à telle année. Bon, un objet à la fois baroque, fascinant, mais c'est là qu'on voit André Breton. Il dit: on ne trouve nulle part ailleurs qu'au Puce des objets démodés, fragmentés, inutilisables, presque incompréhensibles, pervers, enfin, au sens où je l'entends et où je l'aime. Comme si pervers, comme si les objets étaient porteurs de catastrophes. Alors, je cherchais quelque chose, des choses peu rassurantes, ou choses qui frappent de stupeur. Choses peu rassurantes, je ne garderai de la liste de ces Seishonogon qu'une chose: manger des fraises dans l'obscurité. Dans les choses qui frappent de stupeur, en nettoyant un peigne, on est arrêté par quelque chose et il se brise. La voiture dans laquelle on se trouve est renversée. Un corbeau croasse, oh, et on se réveille brusquement. Le jour est venu, on est frappé de stupeur. Au concours de tir à l'arc, on tremble, on hésite longtemps. Enfin, la flèche, déplacée, part dans une mauvaise direction. Chose peu rassurante. La terreur des ménagères. Équilibre d'une cuillère à peau. Équilibre d'une assiette. La bouteille acrobate. Comment faire tenir la bouteille, notamment peut-être avec un manche de parapluie qu'on glisse dans le goulot. Le crayon en équilibre. L'équilibre de la pelle et des pincettes. La bouteille en danger. Le dessous de plat improvisé. La bouteille sur les clés. Faire tenir un crayon sur sa pointe. L'assiette sur une aiguille. L'assiette sur une aiguille. Percer une épingle avec une aiguille. La poire coupée. Arriver à faire tomber une poire sur des couteaux qui la coupent. Alors tout ça relève d'un livre qui s'appelle La science amusante. Je cherchais un livre de leçons de choses, j'en ai une petite collection, et puis je suis tombée sur ce livre, ce gros livre de la science amusante, qui présente des choses manipulables, manipulées, interchangeables, des objets quotidiens, banals, ordinaires. Ça ressemble bien sûr un petit peu aux leçons de choses des vieux manuels scolaires, mais cette fois sans contexte scolaire, c'est du côté de la récréation. Ce sont des choses donc banales, des choses de la cuisine, des ustensiles, mais qui sont détournées de leur usage pour des mises en relation saugrenues. Des choses qui sont toutes propres, nettes, sans usure, et qui deviennent magiques. Elles deviennent actives, comme autonomes, dotées de pouvoirs spéciaux, quasi surnaturels.
même si on voit bien sûr des mains qui s'affairent de ci, de là pour faire tenir le crayon, la bouteille, etc. À cause de leur, on va dire, de leur fond noir, on pourrait parler d'aura de ces choses, de ces dispositifs, de ces agencements. Cette aura tient au fond noir de l'illustration, mais c'est une aura fragile. En fait, on n'y arrivera pas. Le verre va se casser, l'assiette va tomber. C'est une aura très artificielle, tout est artifice, et il n'y a pas d'attachement possible à ces choses ordinaires. On les regarde, elles étonnent. Bon, on peut essayer de percer une épingle avec une aiguille. Percer une épingle avec une aiguille. Il faudra essayer. Et ça ressemble, par certains côtés, ça évoque cet artiste, Bridget Polk, et ses équilibres de pierre. Ce sont des choses, des parpaings, des cailloux, etc., dans des équilibres précaires, avec évidemment, alors c'est fascinant, ça tient, pas très très longtemps, Quand on voyait l'exposition au Palais de Tokyo, quand on la voyait s'affairer à mettre les choses en équilibre, c'était absolument fascinant, mais quand elle n'était pas là, on voyait plutôt au sol un chaos. Tout s'était effondré. Donc, avec ce genre de choses, on est plutôt dans le registre de la catastrophe. Les choses amusantes, en fait, montrent un envers possiblement terrible. Autre liste, et là je cherchais chez Sei Shonagon quelque chose qui puisse donner une idée du tragique. Mais il n'y a pas de tragique chez elle. Elle est trop mesurée, elle est trop retenue, elle est trop discrète, pas d'excès. Alors, j'ai cherché du côté de choses ou bien élégantes, ou bien excessivement effrayantes. Alors, excessivement effrayante, c'est par exemple le tonnerre qui gronde la nuit, ou un voleur qui a pénétré nuitamment dans la maison voisine. Si c'est dans celle où l'on habite soi-même qu'il s'introduit, on a tellement peur qu'on perd la tête et qu'on ne sait plus ce qui arrive. Ou alors, chose élégante, sur un gilet violet clair, une veste blanche, les petits des canards. Dans un bol de métal neuf, on a mis du sirop de liane avec de la glace pilée, un rosaire en cristal de roche, un très joli bébé qui mange des fraises. Malheureusement pour vous, pour le public, je pense que la lecture est ici très difficile. Cette double page et la suivante sont tirées de La Dubarry, d'Edmond et Jules de Goncourt. Et il s'agit de la déclaration de Madame Dubarry, faite entre deux guichets de la conciergerie, après le jugement qui la condamne à la peine capitale. La scène a lieu le 8 décembre 1793, à 10h du matin. Elle a été condamnée la veille, elle va partir à l'échafaud, la charrette attend, et elle est tellement anéantie et terrifiée par sa condamnation qu'elle demande qu'on note, qu'on prenne note de tout ce qu'elle a caché dans sa maison et dans le parc de Louvciennes, qu'on appelait à l'époque Lucienne. Elle en perd la tête de frayeur, comme dans la liste des choses terriblement effrayantes de Sei Shonagon, un voleur qui s'introduit, on en perd la tête. Alors, elle a un double souci, à la fois, elle croit pouvoir avoir un sursis, gagner du temps, ou alors, encore mieux, en échange de tout ce qu'elle avoue, elle aura la vie sauve.
Alors, ce que vous ne pouvez pas lire, je pense, j'en prends quelques extraits, que dans l'endroit où l'on resserre les instruments de jardinage en face de sa glacière à Lucienne, se trouve enterré un nécessaire d'or, composé d'un plateau de porcelaine monté en or, une théière en or, une bouilloire, un réchaud à l'esprit de vin, un pot au lait, une grande cafetière à chocolat, une autre petite cafetière, une écuelle avec son couvert, son assiette, 3 petites cuillères, une passoire à théière, 100 jetons à ses armes, et au chiffre et à son chiffre, le tout d'or et d'un travail très précieux. Dans une boîte ou corbeille enterrée, au même endroit, 1531 louis d'or de 24 livres chacun, une chaîne de diamants. Dans une petite boîte de sapin, remise à l'épouse du nommé Déliant Frotteur, demeurant à Lucienne, une montre à répétition enrichie de diamants. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que, évidemment, en avouant avoir donné telle ou telle chose à sa femme de chambre, au frotteur, à son jardinier, elle les entraîne dans la mort, parce qu'ils seront arrêtés et guillotinés. Donc, on continue. Un crayon d'or enrichi de diamants, une boîte renfermant un moutardier en or, un petit plateau et 2 gobelets en or, des flacons garnis en or, un autre gobelet en cristal avec un couvercle d'or, un coffre en velours bleu, garni en argent doré, placé sous un escalier dans une chambre formant garde-robe, à la suite de celle qu'elle occupait, dans lequel coffre il y a une 12aine de couverts d'or armoriés, 4 cuillères à sucre, 2 cuillères à olive, 1 cuillère à punch, etc. Dans ce qui continue à la page suivante, il y a, je ne sais pas, par exemple, il y a les boucles d'oreilles, il y a un bouchon de flacon d'or émaillé de bleu. Dans la cave, à usage ordinaire sous l'escalier, un grand seau, 9 douzaines et 7 assiettes. On n'en finit pas. Ce trésor, ce bric-à-brac, ce fourbi, ce qui est fascinant, c'est ce que cette liste dit de la favorite et de sa richesse et de cette espèce d'hypermnésie qu'on pourrait croire due à la panique. Elle se souvient du nombre de louis d'or, elle se souvient du nombre de petites cuillères, elle détaille tout. Elle détaille tout. On dirait qu'elle a tout en tête, mais elle va perdre la tête. Elle se rappelle tout, elle retrouve tout, toutes ces choses enterrées dans le jardin, dans les bosquets, etc. Sous le coup de l'épouvante, écrivent les Goncourt, elle retrouve tout, pièce à pièce, louis à louis, jusqu'à l'assiette, jusqu'à une assiette, une cuillère, car c'est sa vie qu'elle croit retrouver. Dans son zèle et ses angoisses, elle s'engage même à écrire à Londres pour y retrouver des objets d'un vol 2 ou 3 ans auparavant. Elle se proposerait presque, pour guider les recherches, fouiller le jardin. Elle aurait dit en sanglotant dans la charrette, parce qu'évidemment ses aveux ne servent à rien, qu'à guider, bien sûr, les fouilles pour mettre la main sur tous ces trésors. Elle aurait dit en sanglotant dans la charrette, où elle se débat, « La vie, qu'on me laisse la vie. Je donne tous mes biens à la nation. » Elle est folle de terreur et donc elle se débat. Ce qui a beaucoup frappé les récits de l'époque et les témoins, c'est que les aristocrates mettaient un poids d'honneur à monter dignement à l'échafaud et qu'elle, comme une femme du peuple, devenue favorite, elle se débat à moi, encore une minute, monsieur le bourreau. Et la scène commence à 10h du matin et elle est exécutée à 4h30 de l'après-midi. Alors, ce trésor, ce bric-à-brac, ce fourbi, on pourrait le voir sous l'angle de la société du XVIIIe, comme une histoire du goût, comme le font les Goncourt, une histoire de l'art et des musées. Maintenant, que sont devenues ces choses ? Que sont devenues, par exemple, cette tirelire en forme d'enfant émaillée. On peut aussi voir cette liste folle comme un écho inversé d'une tombe de Pharaon. Vous
vous savez, la tombe de Toutankhamon avec son trousseau funéraire, où on retrouve 27 gants, 93 chaussures, 3 lits, 20 maquettes de bateaux, un entassement de chars démontés, de sièges pliants, de coffres de vêtements, d'armes diverses, d'objets de toilette, etc. Toutankhamon a besoin de toutes ces choses pour sa survie. Madame du Barry n'emporte rien et son corps part à la fosse commune. Mais on a aussi l'impression d'un renversement, c'est-à-dire comment le plus précieux se change en son contraire. C'est maudit, c'est dangereux. Elle va mourir de tout ça. Bien sûr, c'est une liste sans images. J'aurais pu en trouver dans des bases de données, mais j'ai préféré les laisser enterrés, comme ça, invisibles, avec une sorte d'inquiétude. Est-ce qu'on a tout retrouvé? Qu'est-ce que c'est devenu? Est-ce qu'il y en a ici au Louvre, par exemple, ou dans d'autres musées? Est-ce que ce sont des objets auxquels on s'attache? Elle s'y attachait, certainement, passionnément. Elle s'en détache à la fin. Elle veut tout donner. Mais en ce qui nous concerne, moi, je dirais que j'ai plutôt une espèce un mouvement de retrait, d'effroi devant ces choses. La suite, ce sont des choses qui émeuvent profondément. Toujours dans le domaine du tragique, mais il n'y a pas de tragique chez Seik Shonagon. Donc, j'en étais réduite à prendre la liste des choses qui émeuvent profondément. Un enfant plein de piété filiale, la voix du cerf. À la fin du 9e mois ou au début du 10e, la musique des grillons qui vous parvient, si faible qu'on ne sait si on l'entend ou non. Une poule étalée sur ses poussins pour les protéger. Le soir, quand le vent souffle dans les bambous, au bord de la rivière. S'éveiller à l'aube et aussi s'éveiller la nuit, c'est toujours émouvant. Des hommes et des femmes, d'agréables figures, qui portent de sombres vêtements de deuil. Ces choses qui émeuvent profondément, en voici une petite collection. Un vieux coquetier en bois dont la peinture s'efface, une gourmette de bébé, une bourse en peau blanche, un petit chien en toile cirée, bourré de crin, un violon qui a perdu ses cordes et évidemment son archet. Un étui à cigarette en simili cuir noir. Une résille à cheveux. Un ours porte-allumettes en bois sculpté. Certains d'entre vous auront peut-être reconnu les 8 objets de la scène intérieure, sur la scène intérieure de Marcel Cohen. Des pauvres choses usées, sans valeur, déchirantes, seules survivantes, seules rescapées d'une terrible histoire, choses qui, avec quelques faits, de rares photos, quelques souvenirs personnels, quelques récits, sont tout ce qui lui reste de son père, de sa mère, de sa petite sœur, de ses grands-parents paternels, 2 oncles et une grand-tante disparus à Auschwitz en 1943 et 1944. L'auteur, Marcel Cohen, né en 1937, avait 6 ans. De la mère, Maria Cohen, née en 1915 à Istanbul, déportée par le convoi 63 du 17 décembre 1943, ne reste que ce coquetier. Et comme tous les objets de cette petite liste, il est porteur d'une double histoire, celle de la personne qui le possédait et celle de sa conservation ou de ses réapparitions.
La mère de Marcel Cohen l'avait offert, ce coquetier, en 1939 à une amie, qui le rend 70 ans plus tard, en 2009, à Marcel Cohen. L'objet a servi, il est tout fendillé, il est délavé, on ne sait pas très bien à quoi correspondent les taches de couleur. C'est peut-être un papillon sur la base. On reconnaît plutôt un papillon sur la partie du coquetier qui tient l'œuf, et plutôt une sorte de nœud orange souligné de noir sur le pied. Comme dit Marcel Cohen, on ne conserve pas un objet aussi modeste et aussi défraîchi pendant 70 ans sans de sérieuses raisons. Le coquetier a servi, mais on l'a gardé. Il est comme la concrétion d'un souvenir de celle qui l'a donné, le reflet d'une aura, l'aura de cette femme déportée à 28 ans avec son bébé. Son bébé, c'est Monique, la petite gourmette à son nom. Monique naît le 14 mai 1943. Elle est déportée par le même convoi que sa mère, à l'âge de 6 mois. Aucun souvenir de ce bébé dans la mémoire de son frère aîné, Marcel Cohen. Pas de photo, juste cette petite gourmette dont la survivance tient aussi du miracle. Pourquoi a-t-elle survécu ? Parce que dans cette bourse en peau blanche, le père, avant d'être arrêté et déporté, avait rangé quelques objets, justement la gourmette de sa petite fille, une alliance, une petite bague, et il avait creusé derrière la plinthe de l'appartement une sorte de cachette, un trou, et il avait demandé à un voisin, au cas où il serait arrêté et où des scellés seraient mis sur la porte de l'appartement, qu'il les récupère d'une manière ou d'une autre. De ce qu'a fait le voisin en passant d'une fenêtre à l'autre, par des fenêtres sur cour et en s'appuyant sur une verrière qui était sous les fenêtres. Et après la guerre, il cherche des survivants de la famille Cohen et il leur rend cette petite bourse et son contenu, donc la gourmette, seul reste d'un bébé de 6 mois. Du père, Jacques Cohen, qui est déporté à Auschwitz par le convoi 59 le 2 septembre 1943, ne reste que peu de choses. Ce petit chien qu'il avait confectionné pour son fils, son petit garçon, qu'il avait cousu lui-même dans un morceau de toile cirée et bourré de crin. Ce petit chien, ce qui est étonnant, c'est que l'enfant, Marcel, alors âgé de 4 ou 5 ans, l'aurait offert en 41 ou 42 à des cousines germaines qui partaient avec leurs parents se réfugier en Italie dans un village près du lac de Caume. Les cousines ont conservé ce petit chien et ont redonné ce petit chien 20 ans plus tard à Marcel Cohen. Le violon du père. Aucun souvenir chez l'auteur d'entendre son père jouer du violon. Et personne ne se souvenait plus même qu'il avait joué du violon. Bon, on retrouve des photos où le père jouait du violon. 2 photos, on regarde comment il jouait, comment la position des mains, on s'aperçoit que c'était sûrement un bon violoniste. Et un cousin se rappelle à ce moment-là que son grand-père avait gardé dans une cave. Bon, il y a un violon. Et ce violon ne peut être que celui du père, qui aurait survécu à 7 déménagements. Ce violon, dit Marcel Cohen, a l'éclat lointain d'une petite comète. Et on ne peut pas oublier que c'est sur la rampe de Birkenau que Jacques, son père, a entendu pour la dernière fois jouer du violon. L'étui à cigarette et la résille, alors, ont été oubliés chez des oncles. Et c'est comme ça qu'ils ont survécu. La résille, bien à l'époque, les hommes essayaient de se plaquer les cheveux et
le père de Marcel Cohen avait un cran qui résistait. Et donc, il mettait de la gomina et il portait une résille la nuit pour mater ce cran. La résille a été oubliée chez des cousins. Ce qui est extraordinaire, c'est que les cousins les conservaient. Bon. L'ours en bois, il faisait office de cendrier dans le petit récipient qui tient entre ses pattes, et il faisait aussi office de récipient pour une boîte d'allumettes à l'arrière. Marcel Cohen se souvient de l'avoir vu enfant, il se souvient très précisément où il se trouvait, et il a survécu assez miraculeusement dans une caisse de vaisselle déposée dans une cave qui n'a pas été pillée. Ce sont donc des fragments de vie, de mémoire, des fragments qui sont à la fois des fragments d'une histoire privée et, on va dire, de la grande histoire. Rien n'est plus saisissant, n'est plus terrible. On dira que ce sont des reliques. L'attachement ici, l'attachement aux choses, ne se pose même pas. Pourquoi tenons-nous aux choses ? Ici, c'est évident, c'est plutôt la question de leur transmission qui se pose. Qu'en faire ? Nouvelle liste. Choses qui ne servent plus à rien, mais qui rappellent le passé. Une natte à fleurs vieille et dont les bords usés sont en lambeaux. Un paravent dont le papier, orné d'une peinture chinoise, est abîmé. Une jupe d'apparat blanche dont les dessins imprimés bleu foncé ont changé de couleur. De faux cheveux longs de 7 pieds qui rougissent. Un peintre dont la vue s'obscurcit. Le rideau usé d'un écran. Choses qui ne servent plus à rien, mais qui rappellent le passé. Alors, cette liste, qui malheureusement, je crois, est très peu lisible, j'aurais dû me servir d'appareil photo un peu meilleur que mon simple téléphone. Cette liste est tirée du livre d'Arlette Farge, Le cours ordinaire des choses, et il s'agit d'extraits du greffe, dépôt des objets volés en janvier 1770. Alors, comme vous ne pouvez pas sans doute le lire, j'en cite quelques objets. Le 26 janvier, un cœur de métal, un ruban, 2 draps mauvais, un porte-crayon en bois. Le 27 janvier, un gobelet, un anneau, un cordon de soie, 2 clés, un petit reliquaire, 3 vis de cuivre. Le 29 janvier, une mitaine, 4 bonnets piqués, un chapeau. 29 janvier, une robe et son jupon de rat de Sicile, un casaquin d'indienne avec son jupon à raies jaunes, un mouchoir, un bonnet de gaz, un petit morceau de toile neuve, un paquet de café et un parasol, le tout dans un tablier de cuisine. Un bâton à pomme de cuivre, un habit de drap gris, 2 mauvaises culottes, une montre à chaîne d'acier, clé de cuivre, paire de boucles d'argent, provenant d'un cadavre. Ces choses-là, volées, ont disparu depuis longtemps. Elles appartiennent à l'histoire, pourtant. Elles nous parlent, elles suscitent une étrange émotion. De quel genre, cette émotion ? Et là, on en arrive à cette question qui me trouble, de l'attachement aux choses. Ces choses éveillent la compassion. Elles sont pitoyables, elles sont sans valeur, elles sont abandonnées, elles serrent le cœur. On dirait qu'elles sont orphelines. Elles sont coupées de leur histoire, elles ont appartenu à quelqu'un sans doute, d'autant plus qu'elles ont été volées, sans racines, esselées, certaines ont été volées sur un cadavre. Cette dimension orpheline des choses, qui est tellement frappante chez Marcel Cohen, d'autant que lui-même était orphelin, suscite donc comme un élan de protection, de soins, de conservation.
qui participent de notre attachement aux choses. Qu'en faire ? J'ai toujours pensé que je n'aimerais pas autant Pascal si j'avais tenu en main l'apologie de la religion chrétienne telle qu'il avait le projet de l'écrire. De cette entreprise, dont son entourage connaissait le projet, il ne nous reste que des fragments, ces fragments qui constituent les pensées. Ses proches diront qu'ils n'ont trouvé qu'un amas de pensées détachées, de légers commencements, de faibles essais d'une personne malade, de méchants petits morceaux de papier. Soit donc le folio 23 du recueil original de la Bibliothèque nationale. Une fois donc on a retrouvé dans la chambre de Pascal des notes qui avaient été découpées de feuilles de papier sur lesquelles écrivait Pascal. Il les a découpées lui-même, il les a cousues ensemble en liasses et il les avait suspendues sur des fils. Donc, on défait les liasses, il y a tous ces petits papiers, donc il semblerait qu'on ait commencé par recopier ces petits morceaux, et puis, qu'en faire ? L'histoire de ces fragments, c'est aussi une histoire d'édition, mais une histoire d'attachement. C'est-à-dire que les proches de Pascal, qui sont dépositaires de ces débris, de ces reliques, inspirent, ces proches de Pascal décident d'en faire quelque chose, de retrouver cet ordre perdu. Et j'ai chez moi à peu près une trentaine d'éditions des Pensées de Pascal, ce qui montre la passion qu'ont inspiré ces fragments. Chaque éditeur se sentant le véritable héritier, celui qui avait compris, qui allait remettre ces fragments en ordre. Tous ces petits papiers parlent une langue mystérieuse. Alors, vous ne pouvez pas lire, évidemment, non seulement le graphisme de Pascal est terriblement difficile, mais vous voyez que, par exemple, quand on a défait les listes, quand on les a copiés, quand on les a collés, tous ces petits morceaux, pour ne rien en perdre, on les a collés sur des grandes feuilles de papier, mais en les assemblant d'une manière à la fois aléatoire et ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ça n'a évidemment aucun sens. Donc, par exemple, le deuxième petit fragment que vous avez là, c'est le fragment 39 de l'édition La Fuma. Les hommes s'occupent à suivre une balle et un lièvre, c'est le plaisir même des rois. Le fragment qui est dessous, bassesse de l'homme jusqu'à se soumettre aux bêtes, jusqu'à les adorer. Tout à fait en bas, une ligne, peu de choses nous consolent parce que peu de choses nous affligent. Bien, mais je n'entrerai pas dans cette histoire d'édition qui est trop longue à raconter, je l'ai fait ailleurs. Mais il est certain que ce que nous avons là sous les yeux témoigne à la fois du caractère orphelin des choses et du besoin que nous avons d'en faire quelque chose, de les adopter, de les composer, de les soigner. Dans la liste que je donnais pour présenter cette conférence, j'évoquais dans une sorte de liste des objets. Un paquet de 9 petites clés, un étui de Galucha, des fonds de tiroir, des pantoufles rouges d'avocat, 27 gants, un entonnoir, une moitié de carte à jouer, des jartelles à ressort. Cette liste est faite d'un certain nombre d'objets, de choses perdues qui appartiennent pour la plupart à l'histoire. Un paquet de 9 petites clés et un étui de Galucha, c'est ce qu'on trouve sur le corps de la princesse de Lamballe après qu'elle a été massacrée et décapitée.
Les pantoufles rouges d'avocat, c'est dans l'histoire d'un avocat, Maton, qui essaye d'échapper aux septembriseurs pendant les grands massacres de septembre et qui a peur d'être pris, d'être reconnu, d'être identifié parce qu'il a des pantoufles rouges d'avocat. Les 27 gants, c'est les 27 gants de Toutankhamon. Les jarretelles à ressort, c'est celles que Kant avait fabriquées. Un dispositif dont il était très fier. Un manteau troué par un poignard, c'est, paraît-il, le manteau que Spinoza conservait après qu'il ait été poignardé, sans être poignardé. Son manteau seul avait été troué et on dit qu'il aurait conservé toute sa vie ce manteau pour se souvenir des excès du fanatisme. Ces pensées de Pascal, comme ces petites choses de la liste, de la présentation, parlent une chose souvent tragique. Ce sont des objets perdus. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Vous avez là des objets, des choses qui, après la bousculade mortelle du 29 octobre dernier à Séoul, qui a fait 150 morts, la municipalité et les médias ont publié des images de choses ramassées au sol, en relevées, en pensant que ça pouvait servir à l'identification de ces morts dont, pour la plupart, on ne savait trop rien. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on reconnaît ? Je sais me servir de ça, je suis très fière, on m'a montré m'en servir. Alors, il y a un masque, par exemple. Vous avez une sorte de petit doudou. Il y a un tube de gouache vide. Une ceinture. Une sorte de sac en papier qui contenait peut-être quelque chose. On va dire que ce sont des orphelins. Et cette question encore et toujours, qu'en faire? Ils sont à la fois infiniment précieux, totalement dérisoires, archivés, gardés, conservés. Ils sont, on va dire, au greffe de l'histoire. Alors pourquoi est-ce qu'on archive? Pourquoi est-ce qu'on conserve? Pourquoi est-ce qu'on garde? Pourquoi est-ce qu'on s'attache? Quelquefois, la question ne se pose pas. Voilà. Il y a des choses qu'on garde, évidemment. Un doudou. D'autant que son air orphelin, évidemment, est irrésistible. On le garde, on le répare, on lui recoue l'oreille, on lui remet une queue quand le ruban a été déchiré. Il y a un livre paru cet automne tout à fait passionnant de Jérôme Denis et David Ponty qui s'appelle « Le soin des choses ». Sous-titre « Politique de la maintenance ». Parce que les choses auxquelles nous sommes attachés, évidemment, nous essayons de les entretenir, d'en faire quelque chose. Alors, dans les exemples éloquents de la maintenance, vous avez la conservation du corps de Lénine, problème considérable pour les Russes. Un centre de recherche a mobilisé dans les années 60-70 jusqu'à 200 chercheurs pour trouver la façon de conserver le corps de Lénine. Vous avez d'une façon plus gaie la remise en marche de l'horloge du Panthéon par ce groupe d'intervention clandestine qui s'appelaient eux-mêmes les Untergunther, remise en marche qui a stupéfié les conservateurs du Panthéon et qui ont d'ailleurs porté plainte, la réunion des musées nationaux a porté plainte contre cette remise en marche de l'horloge. Mais en fait, on n'a pas toujours le choix. Ce que racontent ces garçons et ces filles qui ont vécu pendant presque un an clandestinement dans des galeries supérieures du Panthéon, en ayant installé un véritable atelier pour réparer l'horloge et la remettre en route, c'est comme s'ils n'avaient pas le choix. L'horloge était là, elle attendait qu'on s'occupe d'elle. Elle attendait qu'on s'occupe d'elle, il faut bien faire quelque chose. Alors, j'ouvre un tiroir
Et tout de suite, la question se pose, qu'est-ce que j'en fais? Ce sont des choses à jeter, à garder, à conserver. Et tout de suite, bien sûr, il y a des bricoles qu'on peut jeter. Il y a un sewing kit qu'on peut ranger ailleurs. Il y a des crayons de couleur qu'on peut donner. Mais que faire, par exemple, du bracelet qui appartenait à la mère d'un ami, et cet ami me l'a donné après la mort de sa mère. On peut se jeter ce petit bracelet de pacotille, je ne sais même pas d'où il vient. Mais par exemple, vous avez là, à côté de chapelet de ma grand-mère, une chaîne de montres fabriquée à partir de crins de chevaux, enfin des crins de queue de chevaux et de vaches, par des grands-oncles, à l'époque où les enfants gardaient les vaches. En Bretagne, ils pratiquaient une espèce de fabrication d'anneaux avec des crins, et ensuite ils enfilaient ces anneaux les uns aux autres et ils fabriquaient des chaînes de montres. Ils n'avaient évidemment pas les moyens de s'acheter des chaînes. Donc, que faire? Bon, on referme le tiroir, on verra ça une autre fois. Et dernier problème, ceci, c'est la dernière image, j'ai jamais su vraiment l'usage de cet objet, de cette chose que j'ai trouvé dans un tiroir de mon père après sa mort, Mark Clarkston, et c'est Rubber Hardness Gauge for All Elastomers. C'est un appareil à mesurer la résistance des élastomères. Bon, je ne sais pas quoi en faire, je l'ai manipulé un peu, j'ai regardé le petit mode d'emploi, je ne comprends pas, mais bon, non seulement évidemment c'est un objet un peu familial, mais je pense que c'est comme si il est quand même associé aux choses. Il est le symbole peut-être de l'élasticité non mesurable du passé et des choses elles-mêmes qui apparaissent, qui disparaissent, qui reviennent, qui insistent, qui se déforment, qui se reforment. Donc, c'est comme si cet objet pouvait me servir, on ne sait pas, à mesurer la résistance de l'histoire et des choses, et de mon attachement. Alors, puisque nous sommes sur une année proustienne, j'ai retrouvé ça, une dernière chose, pour vous. Des gants, je ne les ai pas, évidemment, les gants de chevreau gris de Whistler que Proust s'approprie en cachette à titre de souvenir pendant que le peintre parle de Ruskin chez Méry-Laurent. Donc voilà, ça c'est la dernière chose de Seishonagon, choses qui ne font que passer, un bateau dont la voile est hissée, l'âge des gens, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, et cette conférence. Je vous remercie.